Bonjour et bienvenue dans Portrait de Psy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tous les mois pour découvrir un nouveau portrait de psychologue. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Estelle. Bonjour Lucie. Estelle, tu es très présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sous le nom de @sexo-8 théorie avec un Y. Tu es psychologue en libéral, spécialiste du couple et de la famille. Après l'obtention de ton master en 2009 à Paris, tu décides de suivre de nombreuses formations universitaires, dont une concernant l'étude de la sexualité humaine à Nice. Et si j'ai bien compris ton parcours, tu exerçais récemment à la Ligue contre le cancer, que tu as quitté récemment, et tu as développé un intérêt pour l'enseignement. Aujourd'hui, tu interviens dans de nombreuses formations, dont une concernant l'éducation à la santé sexuelle. Est-ce que c'est bien ça? Absolument. Et donc, tu interviens dans quel DU exactement? Alors, j'interviens dans trois DU. Le DU de sexualité humaine ou sexologie clinique, il s'appelle maintenant, à l'université, à la fac de médecine de Nice. J'interviens au DU de TCC à Nice et j'interviens au DIU d'éducation à la santé sexuelle entre Marseille et Nice. D'accord. Alors, pour que les personnes qui nous écoutent comprennent un petit peu mieux ton travail, comment c'est d'être à la fois psychologue et sexologue? Qu'est-ce que ça signifie? Ah, alors c'est une vaste question. Effectivement, j'ai cette double casquette, mais qui, je pense que je ne peux pas dissocier finalement en deux parties distinctes, puisque la psychologie va me servir dans mes prises en charge en sexologie, et finalement la sexologie aussi va me servir dans mes prises en charge en psychologie, puisque je travaille avec un public adulte uniquement et on sait que la sexualité peut prendre une grande part dans la vie des gens et elle est très très peu abordée par les professionnels de santé et même par les psychologues. Donc j'essaye de d'intégrer tout ça. Effectivement, de toute façon, j'ai une pratique, tu vas le voir, assez intégrative. D'accord. Et toi, initialement, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire psychologue d'abord et ensuite sexologue? Alors, d'abord psychologue. En fait, je savais pas que je voulais vraiment être psychologue, mais j'étais passionnée par la psychologie assez rapidement en troisième, en fait. Mais je savais pas vraiment si je voulais être psychologue. Donc, j'ai fait mes études et puis ça m'a plu. Et j'ai d'abord été intéressée par les dynamiques familiales. D'accord. Donc, c'est comme ça que, en sortant de la fac. J'étais assez jeune en plus, j'avais quel âge en sortant de la fac? J'avais 23 ans. Euh, je me suis dit je vais tout de suite faire un DU et j'ai fait un DU de systémie parce que les facs où j'avais été formée, donc à Nice puis à Paris 13, on parlait un petit peu de systémie mais très peu. J'avais envie d'approfondir là-dessus. Et donc, j'ai vraiment été formée à la thérapie familiale et puis on abordait le couple. D'accord. Et finalement, c'était pas forcément mon public de prédilection, le couple. Et puis quelques années plus tard, je me suis installée en libéral, j'ai fait d'autres choses entre-temps. Et il se trouve que comme j'avais cette casquette de systémicienne, j'ai reçu pas mal de couples et j'étais assez identifiée rapidement comme ça par les autres professionnels de santé autour de moi. Ça m'a intéressée, j'ai creusé, je me suis beaucoup intéressée au couple, j'ai beaucoup lu, j'ai fait des conférences, je me suis encore plus formée. Mais il me manquait quelque chose, c'était l'aspect sexuel qui était jamais abordé ou très peu, ou sous un angle très psychanalytique à la fac. Mm. Et il me manquait beaucoup d'outils. J'avais cherché des formations, je trouvais rien de sérieux jusqu'à ce que je tombe sur ce DIU de sexologie. Et je me suis dit, banco, je me forme, même si c'est un sacré challenge puisque il s'agissait de 3 ans d'études. Ah oui, Euh, mais c'est comme ça finalement. Ouais, c'est comme ça que je suis venue à la sexo. C'est le couple en fait qui m'a amenée à la sexo. d'accord.
Et donc, au vu des nombreuses formations que tu as suivies, je pense pas me tromper si je dis que tes études ont plutôt été une source d'épanouissement. Est-ce que ça t'a plu dès le départ, toi, la psychologie? Alors, j'entends que tu voulais faire ça j'entends que tu voulais faire ça dès la troisième, c'est assez rare. Souvent, les études de psychologie, enfin, on y vient un peu plus tard, et c'est vrai que dès la troisième, c'est intéressant que tu aies déjà eu cette envie. Ou est-ce que bah, les études au départ de psychologie t'ont pas forcément plu, la licence était un peu dure et c'est venu au fur et à mesure l'idée de poursuivre plusieurs formations? Non, ça m'a plu. Évidemment, il y a une différence entre ce qu'on projette avant d'entrer en première année de psycho et ce qu'on y trouve. Et notamment, on s'attend pas à faire autant de stats, on ne s'attend pas à faire de la neurobiologie. Enfin, souvent, on a cet aspect, on va imaginer de faire que de la psychoclinique. Je me suis confrontée forcément à des difficultés, hein. Moi, j'avais un profil très littéraire, donc dès qu'on aborde les matières scientifiques, ça peut être compliqué. Et puis finalement, moi, j'aime bien le challenge, donc j'ai adoré pousser un petit peu mes limites et apprendre des choses qui, a priori, me passionnaient pas forcément. Et en fait, je trouve que même si on a les premières années, on aborde des choses très générales comme la psychologie sociale, la psychologie cognitive, etc. Je pense que tout sert parce que ça permet d'avoir vraiment une vision globale de l'être humain. Mm. Et puis après, moi, j'ai adoré me former en plus. En fait, je pense que peut-être ça se sent dans mon profil, mais j'adore apprendre des nouvelles choses, j'adore changer d'avis sur sur certaines idées, avoir de nouveaux angles de vue, de nouvelles façons d'aborder mes thérapies. Donc, je pense que je me formerai toute ma vie. Oui, c'est ça, vraiment, on sent cette appétence-là quand on regarde un petit peu ton profil sur Instagram. Et alors donc tu parlais du public, où finalement aujourd'hui tu es plutôt identifié comme psychologue et sexologue qui travaillent auprès des couples. Et donc j'ai un peu une question par rapport à ça. Quel est le public qui vient te consulter? Est-ce que c'est uniquement des couples? Est-ce que c'est aussi en individuel ou des familles? Non, alors je travaille beaucoup en individuel également, hein. Je fais des psychothérapies classiques où les gens ne viennent pas forcément me voir pour de la sexo, mais si tu veux, j'ai souvent euh, ces personnes qui viennent me voir pour telle ou telle question et qui, à un moment dans la thérapie, même assez rapidement, me disent, au fait, j'ai vu que vous étiez sexologue, j'aimerais aborder telle ou telle question et finalement, ils sont beaucoup plus à l'aise. Mais globalement, mon public, bah, c'est des adultes, en individuel ou en couple. Je propose, mais je reçois très peu de familles. Puisque finalement les gens maintenant m'identifient vraiment comme une psy de couple ou en individuel. Hmm. Et puis au niveau des âges, bah, ça va de 18 à, je sais pas, la personne la plus âgée que j'ai rencontrée dernièrement devait avoir 85 ans. Ah Donc tu oui, vois, c'est très large. Ouais. ah, c'est super intéressant. Parce qu'il doit y avoir vraiment des problématiques super diverses entre 18 ans et 85 ans. Même si on est adulte, c'est plus du tout les mêmes problématiques, quoi. Et plus les mêmes problématiques, mais finalement, tu vois, les questions restent les mêmes. Alors avec une évolution, hein. Hmm. Euh, mais bah, souvent, ça va toucher l'identité, l'estime de soi, le rapport aux autres. Hmm. Mais finalement, il y a des thématiques oui, qui reviennent obligatoirement. Ouais, assez universel, alors qu'ils vont s'aborder effectivement de façon différente. Et sur quelle période environ tu rencontres ces personnes? Est-ce que c'est des fois des rendez-vous très ponctuels pour des conseils vraiment, oui, sur une courte durée, ou est-ce que ça dure plutôt plus de temps? Et si oui, combien de temps? Là aussi, je vais pas avoir une réponse très précise, mais c'est très très variable, et notamment en sexo. Euh,
Ça peut être, parfois, il y a un seul rendez-vous, ça va rassurer la personne sur quelque chose sur un aspect très technique. Et puis, voilà, la personne est rassurée. C'est beaucoup ça, hein, de la sexo. On fait beaucoup de psychopédagogie, de la réassurance, ou quelques séances de trois. Et puis parfois, on va travailler de façon plus intensive. Ça peut être plusieurs mois, voire plusieurs années. Et là, on est sur vraiment un travail de fond euh, qui va beaucoup plus toucher la psychologie. Oui, d'accord. Et en moyenne, les entretiens, ils durent 1 heure ou en sexologie, c'est un peu plus court? Non, moi j'ai un format d'1 heure. Et comme je te disais, je dissocie pas vraiment, de moins en moins d'ailleurs, la sexologie de la psychologie. Parfois, les gens prennent rendez-vous et j'ai même pas identifié s'ils avaient pris un rendez-vous en sexo ou en psycho. Et je les laisse me dérouler leur histoire, leurs demandes. C'est là que j'identifie un petit peu plus. Mais finalement, je vais pas vraiment dissocier les deux dans mon abord, ma façon d'aborder les choses. C'est après que je vais creuser un petit peu. Et moi, je travaille sur des formats de entre 50 minutes et 1 heure à peu près. D'accord. Et j'ai une question qui me vient aussi par rapport à ton diplôme de sexologie. Est-ce que c'était vraiment un diplôme qui est uniquement pour compléter, on va dire, le parcours des psychologues? Ou est-ce que c'est aussi un diplôme assez universel pour destiné à d'autres professionnels de santé? Alors, au DU de sexologie, on est mélangé entre des médecins, ça peut être des médecins généralistes, des spécialistes, des internes en médecine également, des professionnels de santé paramédicaux, donc il y a des kinés, des sages-femmes, des infirmiers, infirmières, c'est ouvert aux pharmaciens aussi et puis des psychologues. Donc, c'est assez généraliste et on aborde autant l'anatomie, la physiologie, alors là, bon courage les psychologues, que un travail de prise en charge, presque de psychothérapie, sexothérapie. On fait aussi du droit parce que en tout cas, on aborde des questions de droit, notamment sur le consentement, sur les différents délits qui sont en lien avec la sexualité. Donc, c'est très, très large et c'est super intéressant. Oui, donc c'est pour ça aussi que tu parles d'une approche intégrative, parce que finalement, il y a d'autres professionnels qui ont pu faire ce même diplôme que toi, mais c'est rare en fait qu'une personne soit uniquement sexologue finalement. Il y a toujours en fait un lien avec un autre métier de base, de cœur, qui fait que finalement on va intégrer cette partie de sexologie, c'est ça? Oui, en tout cas pour le DU de sexologie. Après, il y a des écoles privées qui sont très bien aussi. Et puis, il y a aussi des écoles qui sont catastrophiques en France. Mais classiquement, en France, en tout cas, c'est différent en Belgique où en Belgique, il y a un cursus universitaire vraiment spécifique en sexologie. Oui, tout à fait. En France, souvent, on va avoir des professionnels qui sont souvent, on va avoir des professionnels qui sont issus de voilà de différentes disciplines et qui vont vraiment en faire une spécialité. Ça peut être en plus ou qui vont consacrer leur carrière à la sexologie. Et en tout cas, ce qui est intéressant dans les études, c'est que ça donne quelque chose de très riche, avec des échanges entre étudiants qui, à la base, ne se fréquentaient pas forcément. Et pour la suite du travail, un travail pluridisciplinaire, parce que ce qui est important de dire, c'est qu'en sexologie, le travail pluridisciplinaire me paraît indispensable. Hmm. Mais justement, ça allait être une de mes questions, c'était de savoir, malgré le fait que tu sois en libéral, est-ce que tu es entouré par d'autres professionnels pour t'aider dans ta pratique? Oui, bien sûr, je suis très entourée. Euh, Évidemment, c'est des gens que j'ai beaucoup rencontrés lors de mon cursus en sexologie et puis que je continue à côtoyer. On a une association de sexologues, notamment basée sur la Côte d'Azur, où on se réunit régulièrement, où on propose aussi des conférences.
Et puis, on a un groupe d'intervision. Donc ça, c'est toujours riche. Et dans ma ville et ailleurs, moi, ça m'arrive. Alors, déjà, on m'oriente des gens, mais ça m'arrive régulièrement d'orienter des personnes pour des bilans. Par exemple, une personne que je vais recevoir qui souffre d'un trouble du désir. euh, il m'arrive souvent de l'orienter pour un bilan en testostérone. Il m'arrive aussi d'orienter les femmes qui souffrent de ce qu'on appelle le vaginisme vers des kinés ou des sages-femmes pour travailler un petit peu sur la rééducation. Et c'est évident que je vais plutôt orienter vers des professionnels qui sont formés en sexologie. Oui, d'accord. Et alors, comme tu parles du vaginisme, peut-être qu'on pourrait définir un petit peu ce que c'est. Alors, le vaginisme, ce sont des contractions réflexes des muscles du périnée. Donc, le périnée, c'est ces muscles qui forment une sorte de hamac au niveau du plancher pelvien des femmes et qui peut empêcher toute pénétration ou qui va créer des pénétrations très douloureuses. Et c'est une problématique qu'on voit assez régulièrement en sexologie et qui peut se traiter sans souci. C'est important de le voir d'une façon globale. En tout cas, moi, j'aborde cette problématique d'une façon assez holistique, on va dire, sans forcément se dire l'objectif de la personne est qu'elle soit absolument pénétrable, mais plutôt qu'elle ait une sexualité épanouie. Oui, tout à fait. Je voulais autrement revenir aussi sur ta pratique au sein de la Ligue contre le cancer, même si donc voilà, tu vas terminer un peu ces missions là-bas. Je voulais quand même savoir si les demandes étaient très différentes ou si tu travaillais un peu comme tu travailles en libéral. Oui, alors je viens de passer 9 ans et demi à la Ligue contre le cancer, que je quitte avec regret, mais je fais aussi des choix de carrière. Et j'ai fait ma dernière semaine la semaine dernière. Alors, les problématiques. Donc, moi, j'intervenais à la base en tant que psychologue. Et puis, entre-temps, je me suis formée en sexologie. Et donc, j'ai ajouté ces missions-là. Parce que, encore une fois, la sexualité, c'est une partie à part entière et importante de l'être humain. Et durant un cancer ou après un cancer également, ça fait partie de toute façon du plan cancer, cette prise en charge-là. Mhm. Donc voilà, j'ai ajouté cette partie-là. Alors, est-ce que c'est très différent des suivis en libéral ou dans d'autres domaines? Forcément, on va aborder l'annonce du cancer, les conséquences du cancer, les conséquences des traitements également, les conséquences sur les relations avec les autres, avec l'entourage, avec dans le couple. Mm. Et puis pareil sur la sexualité. Mais finalement, on revient toujours à des notions assez universelles qui vont toucher l'être humain. C'est le rapport aux autres, le rapport à soi-même, à son identité. Et donc, on va aborder le cancer comme une crise qui pourrait être une autre crise dans la vie. Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Je sais pas si je suis claire. Si, si, tout à fait. Il y a la question de la maladie qui vient obligatoirement donc s'ajouter par rapport à des consultations plus classiques. Mhm. Mais comme tu disais précédemment aussi, il y a les thématiques assez universelles qui nous touchent un peu toutes et tous, quoi. Absolument. Et est-ce que tu vois d'autres éléments à partager aux auditeurs pour qu'ils puissent mieux comprendre ton travail ou est-ce qu'on passe aux questions des auditeurs? Non, moi j'aime bien travailler avec d'autres professionnels effectivement parce que c'est assez enrichissant. Donc à la Ligue, je travaillais avec d'autres professionnels parce qu'on propose des soins de support. Donc il y a notamment une socio-esthéticienne, une sophrologue, une réflexologue, une diététicienne. Donc ça c'est toujours enrichissant. Mhm. Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur moi, ma pratique, c'est que j'ai une pratique assez intégrative en fait. Ce que j'ai pas dit, c'est que donc je me suis formée en systémie,
Je suis issue à la base à Nice, même si ça a évolué, c'est une fac très très psychanalytique. Je me suis quand même assez éloignée de cette vision des choses et je me suis formée en TCC et j'ai ajouté aussi dernièrement un courant de la TCC qui fait partie de la troisième vague, donc la vague assez émotionnelle, qui est la thérapie des schémas. Donc effectivement, ce qu'on peut dire de mon travail, c'est que c'est une vision très très intégrative où je vais aussi adapter ma façon de faire aux personnes que je reçois, aux problématiques, mais tout en gardant une vision globale. D'accord. Et alors, donc pour ceux qui sont abonnés à la newsletter du podcast, vous avez dû voir passer effectivement les TCC, la thérapie cognitive et comportementale, où je parlais déjà effectivement de la troisième vague liée effectivement aux émotions. Mais alors, je ne connaissais pas la thérapie des schémas qui est liée à cette troisième vague. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Oui, alors la thérapie des schémas, c'est une thérapie qui a été créée par Jeffrey Young, qui reprend, qui est assez intégrative aussi. Il me semble que ça reprend des idées, notamment de la psychanalyse et de la systémie. Donc, tu vois, ça me convenait assez bien. Moi, je l'avais abordé à mon début de TCC, mais je trouvais ça assez complexe. Finalement, je me rends compte que c'est très riche. On se base aussi énormément sur la théorie de l'attachement de Bowlby. Mhm. Et Jeffrey Young, il part du principe que, en fonction de notre manière de nous être attachés enfants, et qui vont avoir un impact toute notre vie sur notre fonctionnement. L'idée, c'est pas de supprimer ces schémas, c'est de réussir à les assouplir. Parce que ces schémas, s'ils sont fonctionnels au début de la vie, ils vont devenir dysfonctionnels. Parce que ça peut amener parfois à une certaine rigidité ou au contraire un laxisme. Donc, l'idée, c'est de travailler sur ces schémas. Il y a une autre approche qui est celle des modes aussi. On va intérioriser des modes de fonctionnement. Et l'idée, c'est, à travers plusieurs exercices, à travers la psychopédagogie aussi, à travers les émotions, de réussir à travailler sur ces schémas, sur ces modes. Voilà. Je sais pas si je suis très claire. Je suis peut-être pas la plus grande spécialiste. Si, c'est assez clair et effectivement, moi, je me rends compte que finalement, je connaissais cette approche sans forcément la nommer comme telle. Mhm. Et je pense qu'en fait, il s'agit de dire que dans notre enfance, on construit une manière de fonctionner qui est adéquate à nos parents, à notre environnement à ce moment-là. Mais en grandissant, parfois, on rencontre des situations qui font que cette façon de fonctionner peut nous desservir et nous mettre plutôt dans une souffrance ou dans quelque chose qui ne nous convient plus. Et donc, c'est plutôt essayer de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne pour ensuite dégager un peu, donc ce qui est beaucoup nommé aussi en TCC, c'est les biais cognitifs. Donc, essayer de déceler Ouais. les pensées qu'on a l'habitude de mettre en œuvre, qui sont finalement parfois pas tout à fait les bonnes. C'est exactement ça. Et on travaille beaucoup sur les émotions. On travaille avec un outil qui s'appelle le reparentage où le thérapeute est très actif avec le patient. Donc c'est vraiment intéressant parce on est très loin de la neutralité bienveillante de Freud. Moi, j'ai adoré faire évoluer aussi ma posture en fait en tant que psychologue à travers tout ce que j'ai appris, mais également à travers cette thérapie des schémas. Oui, c'est vrai que les formations, c'est toujours super riche pour aussi, effectivement, je pense, à créer un peu du renouveau dans notre pratique, hein. Ouais, je pense que c'est indispensable. Et donc maintenant qu'on a fait un peu le tour de ton travail, de ta pratique, je passerai bien donc aux questions des auditrices et des auditeurs.
Donc la première question, c'est basiquement, est-ce qu'il y a plus de femmes ou d'hommes qui te consultent? Et est-ce qu'il y a aussi de plus en plus de personnes qui viennent pour des questions liées à l'identité de genre? Alors, est-ce qu'il y a plus de femmes ou d'hommes? J'ai pas regardé mes stats, mais je pense qu'il y a quand même plus de femmes. Euh, L'écart est pas non plus énorme. Je dirais que j'ai peut-être 60 à 70% de femmes, et puis le reste sont des hommes. D'accord, Je pense que l'écart tend à se réduire avec le temps parce que les hommes, quand même, de plus en plus consultent, que ce soit en psychologie ou en sexologie. Mais oui, peut-être que la sexologie, ça a ajouté un petit peu plus d'hommes et encore. Et concernant les questions de genre, oui, les gens me consultent. Alors ça peut être pour ces raisons, vraiment des questionnements sur leur genre, euh, mais ça va pas être forcément leur porte d'entrée, mais le fait qu'on en parle de plus en plus dans la société, qu'il y a aussi une fluidité plus importante et possible sur les questions de genre, je l'entends beaucoup plus dans les discours. d'accord. Et ça t'est donc arrivé d'accompagner des personnes qui souhaitent changer de sexe, par exemple? Oui, qui souhaitent transitionner, Voilà, oui. bien sûr. Oui, oui. Ça m'est arrivé. Ou aussi des personnes qui ont déjà fait leur transition et qui viennent me voir moi en tant que psychologue parce qu'ils ou elles savent que je vais avoir une approche bienveillante à ce niveau-là, que je ne vais pas les réduire à cette problématique-là, Hmm. parce que ça peut être un problème aussi, hein. Des psychologues qui vont pas être formés ou qui vont mal connaître les problématiques liées à l'identité de genre. Par exemple, vont recevoir quelqu'un pour un trouble anxieux et vont tout ramener à ça. Et ça peut être très agaçant pour ces personnes-là. Ouais, d'accord. Hmm. Et il y a une question qui me venait par rapport à ça aussi. Mince, elle est partie. Voilà. Elle reviendra peut-être. Elle reviendra peut-être, voilà. Euh, et donc, une deuxième question qui a été posée, c'est, on pense au premier abord que les femmes vont consulter une sexologue plutôt concernant le désir sexuel et les hommes plutôt pour des problèmes d'impuissance. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que, bah, je suppose qu'il y a plus de nuances, mais est-ce que il y a beaucoup de choses comme ça finalement? Alors, effectivement, les femmes consultent souvent pour des questions de désir. Mais il ne faut pas penser que les hommes n'ont pas de problème de désir. Encore une fois, d'ailleurs, j'aborde pas forcément le thème du désir comme un problème. Et ça, c'est une vaste question. Il y a quand même quelque chose que je tiens à souligner, c'est qu'on parle plus d'impuissance. C'est quand même un terme très, très connoté et Oui, qui est terrible, je trouve. On parle de dysfonction érectile. Euh, je suis assez perplexe également sur le terme dysfonction. On parle beaucoup de dysfonction dans le DSM concernant la sexualité. d'accord. Euh, mais tout ça, toutes ces questions sur le désir, les femmes ont plus de problèmes de désir que les hommes, c'est beaucoup lié à des croyances. Et en fait, les croyances et des clichés hein, sur les genres. Et finalement, ça met encore plus de pression. Parce qu'un homme qui va avoir moins de désir que sa partenaire, par exemple, dans un couple hétérosexuel, eh bien, il va se poser beaucoup de questions. La femme aussi va se dire, mais en fait, il ne me désire pas, alors que peut-être qu'il n'y a pas de souci du tout finalement, et que c'est juste une différence de désir. Et ça, j'ai envie de te dire, les différences dans les couples, eh ben, c'est plus la règle que l'exception. Hmm. Si on aborde la sexualité comme la faim, par exemple, bah, c'est normal de pas avoir faim tout le temps en même temps que son ou sa partenaire.
Mais tu vois, quand il s'agit d'un homme qui va avoir moins de désir, il va tout de suite se poser beaucoup de questions. Est-ce que je suis normale? Est-ce que est-ce que je suis un homme? Parce que on identifie beaucoup les hommes comme devant avoir beaucoup de désir. Donc tout ça, c'est des choses que je vais évidemment travailler en séance. Oui, ça rejoint un peu le problème, comme tu dis, où on disait les problèmes d'impuissance, où finalement, Ouais. quand on n'a pas de désir, ça veut dire on est aussi impuissant quelque part. L'homme doit toujours ouais, avoir une force ou une espèce de Eh oui, il y d'énergie a comme beaucoup ça. d'injonctions comme ça. Il y a beaucoup d'injonctions et puis c'est pour ça qu'on va faire beaucoup de psychopédagogie, justement sur l'érection. Qu'est-ce que c'est? Que c'est un réflexe et qu'il peut y avoir beaucoup de désir et pas d'érection. Et puis après, il y a toutes les questions médicales, hein, évidemment, et c'est pour ça que c'est très important que les sexologues psy travaillent avec des médecins, puissent faire des bilans, parce que ça peut être aussi, en tout cas, orienté vers des bilans. Ça peut être signe d'un problème cardiovasculaire, par exemple. Hmm. Donc voilà, c'est important d'aborder les choses sous cet angle-là, de façon globale, et puis en faisant tomber un petit peu toutes ces fausses croyances qui ont un impact mais énorme sur la sexualité des gens. Et bien justement, la troisième question rejoint un petit peu cette réflexion-là, c'est comment concilier la recherche de plaisir avec toutes les injonctions qui font cogiter. C'est terrible, sachant que la recherche de plaisir est déjà une injonction. Oui, c'est ça. Donc, tu vois, ça met beaucoup d'injonctions. Il y a des injonctions sur la sexualité, sur il faut jouir, il faut prendre du plaisir. Alors, c'est bien, hein, depuis quelques années, la parole se libère à ce niveau-là, et notamment concernant la sexualité des femmes. Mais en fait, ça crée d'autres injonctions. Et il y a des femmes qui n'ont pas tant d'intérêt pour la sexualité ou peu d'intérêt, et c'est OK aussi, en fait. Donc, c'est important de faire de la place pour le désir, mais aussi pour le non-désir. Et se dire, la sexualité, c'est très bien, ça peut être vraiment une source d'épanouissement, mais il y a des personnes et des couples d'ailleurs qui n'ont pas forcément besoin d'énormément de sexualité ou de sexualité pour être épanouis. Il y a aussi d'autres sources d'épanouissement. Et puis, comment concilier, effectivement, il y a beaucoup d'injonctions sur le corps, sur avoir un corps parfait, sur le sexe en lui-même, sur ce qu'il faut faire. Et là, ça va rejoindre toutes les injonctions liées au genre, euh, qui vont être plutôt, alors sur les femmes, sur prendre soin, prendre soin du plaisir de son partenaire, et donc souvent, elles vont s'oublier. Et puis chez les hommes, être puissant, être dans la performance. Et donc, ça, ça amène beaucoup d'anxiété, et on sait que l'anxiété va avoir un impact direct sur l'érection, sur l'éjaculation et sur le plaisir en général. Donc déjà, on déconstruit toutes ces croyances. On essaye de leur apprendre aussi à déconstruire les scripts. Les scripts, ce sont ces séquences de comportements qui sont assez répétitives et qui sont très présentes dans la sexualité, parce que les gens se rassurent beaucoup avec des schémas préétablis, et notamment les fameuses séquences, hein, on s'embrasse un peu, on fait les fameuses préliminaires, et puis ensuite c'est la pénétration, et ensuite il doit y avoir l'éjaculation, un orgasme pour la femme si elle a de la chance, mais ça se termine souvent, il doit y avoir l'éjaculation, un orgasme pour la femme si elle a de la chance, mais ça se termine souvent par celui de l'homme. Donc tout ça, c'est un peu le schéma classique que les gens ont en tête dans les couples hétérosexuels, qui sont aussi pas mal portés par le porno. Et donc, on va leur déconstruire tout ça, dire que non, on peut commencer par ce qu'on veut. Ce qui est important, c'est de prendre du plaisir, de passer un bon moment à deux,
ou à plusieurs d'ailleurs, ou à plus, ou tout seul. Et, euh, et d'essayer, c'est vraiment un travail de déconstruction. Oui, c'est ça, c'est finalement, comme tu dis, enfin, le but est de passer un bon moment. Et donc, c'est pas grave si ça suit pas une suite logique comme on pense initialement. Absolument, c'est même mieux puisque c'est source de découverte. Et du coup, on leur désapprend pas mal de choses. Et souvent, moi, je vais travailler un petit peu avec la pleine conscience, notamment, on parlait de la troisième vague des TCC. Donc, ça va être important parce que les personnes sont beaucoup dans leur tête et peu dans leur corps. Et ça, c'est pas l'idéal pour prendre du plaisir. Et du coup, je pense que ça peut faire poser plein de questions aussi à des personnes qui vont écouter ça. Quand est-ce que pour toi, ça me semble logique de consulter un psychologue? On en ressent le besoin et il n'y a pas besoin que ce soit des problématiques très anciennes, très profondes, très ancrées. Dès lors qu'on se pose quelques questions, je trouve que c'est toujours adapté et c'est même encore mieux parce qu'on sait que s'il y a quelques questionnements, eh bien, le travail va être beaucoup plus facile et les problématiques ne vont pas avoir le temps de s'ancrer très profondément, là où c'est beaucoup plus compliqué de travailler sur une sexualité qui a été abîmée depuis des années. Donc, à partir du moment où on se pose des questions sur sa sexualité, sur son identité, sur ses relations amoureuses, sexuelles, sur son plaisir, eh bien, je pense que c'est un signal pour se dire, si on en a envie, évidemment, pour se dire, ben, tiens, j'ai envie d'aller consulter. Ouais, ok. Et alors, la dernière question, c'est ma question finalement, mais qui est sur un ton un peu moins léger, puisque aujourd'hui, moi, je travaille dans une équipe en Belgique qui est spécialisée dans la maltraitance. Et je me D'accord. demande si tu reçois malheureusement beaucoup de personnes victimes d'abus de la part de leur partenaire ou victimes d'abus dans l'enfance qui aujourd'hui viennent te voir pour parler de ça. Énormément, malheureusement. De toute façon, on sait que dans la population générale, et notamment les femmes, beaucoup de personnes sont victimes ou ont été victimes. Et forcément, je pense que j'ai quand même un biais de recrutement du fait de parler de ces questions de sexualité. Donc oui, je reçois des personnes qui ont été victimes d'inceste, d'abus sexuels, de viol, mais aussi des personnes qui ont été victimes sans qu'il y ait de passage à l'acte, mais d'un climat incestuel, par exemple. Mm. Et tout ça, ça va avoir un impact forcément souvent sur leur sexualité. Mais je reçois également des personnes qui sont victimes dans leur couple et qui n'en sont pas conscientes. Et là, c'est mon rôle, alors de façon assez fine aussi, de leur faire comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, qu'un partenaire n'a pas à mettre la pression pour avoir un rapport sexuel, n'a pas à insister lourdement, parce que tout ça sont des abus. Et souvent, les femmes ont intégré que il y a une sorte de devoir conjugal ou alors je vais lui donner ce qu'il a envie ou il a des besoins et moi j'essaye de faire un peu tomber ces fausses croyances et de leur apprendre à s'affirmer là-dedans et puis parfois on met à jour vraiment des situations de toxiques en fait d'emprise. Mm. Et donc là, c'est un travail encore plus profond et important. Et dans ces cas-là, est-ce que tu trouves aussi un petit peu de l'aide auprès d'autres professionnels ou généralement le risque aussi c'est que la personne du coup ne consulte plus si on est un petit peu trop euh, alerte, on Trop va dire. ouais, oui, oui, c'est presque un art, j'ai envie de dire. Et ça, c'est pas des choses qu'on apprend à la fac ou sur les bancs de l'école. C'est de la pratique, c'est de la clinique, c'est du savoir-être.
Il y a des personnes où on le ressent, il faut nommer les mots. Là, madame, c'est un viol, par exemple, et ça peut être percutant. Et puis, il y a des personnes où il va falloir être beaucoup plus progressif dans l'abord des choses, justement pour pas perdre cette personne, pas perdre le lien thérapeutique, l'alliance thérapeutique. Mm. Mais oui, bien sûr, on peut s'entourer d'autres personnes. On peut s'entourer déjà du médecin généraliste, d'associations également. Mm. Oui, il y a des associations qui existent justement pour les personnes victimes d'abus sexuels, hein, pour les accompagner aussi. Oui, absolument. Voilà, c'était la question un peu moins légère, mais je pense qu'elle est quand même essentielle à aborder quand on parle aussi de sexualité. Malheureusement, c'est aussi des choses qui sont présentes et qui, heureusement, par contre, sont de plus en plus évoquées et dont on parle de plus en plus, ce qui permet, aux victimes, finalement, de plus en parler et de moins être dans le silence. Absolument. Et je pense que c'est notre rôle en tant que psychologue, en tout cas, de toujours poser la question, même quand les gens ne viennent pas nous voir spécifiquement pour ça. De poser la question, est-ce que vous avez vécu des choses difficiles dans votre sexualité ou dans vos relations amoureuses ou avec vos parents? Parce qu'on ouvre une porte quand même. Oui, tout à fait. Et donc, on arrive doucement à la fin du podcast. Tout d'abord, est-ce que par rapport à tout ce dont on a parlé, est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais conseiller aux auditeurs et aux auditrices qui s'intéressent à ton travail? Alors, les personnes qui s'intéressent à mon travail peuvent me suivre sur mon compte Instagram, qui est que tu as cité, hein, Sexothéorie, où je propose des petits articles très grand public. Voilà, et puis s'ils veulent discuter avec moi, sans problème, on peut échanger en message privé. Oui, et j'ai vu aussi que tu as un site internet www.psychologue-sexologue-cannes.com. Et là, on peut retrouver toutes les formations que tu as suivies. On peut aussi prendre rendez-vous avec toi, je pense, par le biais de ce site. Oui, et je pense qu'il y a un lien Doctolib directement, même si je bloque régulièrement la possibilité de prendre rendez-vous pour les nouveaux patients. Mais les gens peuvent me contacter directement ou par mail. D'accord. Et donc, on en vient aux deux questions un peu plus emblématiques du podcast qui clôturent aussi l'épisode. La première, c'est quel objet représente le mieux ta pratique? Alors, j'ai réfléchi à cette question et je me suis dit, c'est pas très original, mais ça va être ma bibliothèque parce que comme je disais tout à l'heure, j'adore apprendre, j'adore changer ma vision des choses sur certaines questions. Et donc, les livres, mais pas seulement, hein, il y a des rencontres, il y a plein d'autres supports qui sont intéressants, mais en tout cas, les livres, c'est un très bon moyen, je trouve, pour s'ouvrir au monde. Mm. Et donc, c'est pour ça que je dis ma bibliothèque. Est-ce que tu as des livres en tête à recommander? Spécifiquement sur la sexualité? Oui. Ou sur, je ne sais pas, sur la thérapie des schémas dont tu parlais, ou des ressources qui te Ouais, viennent en tête récemment que tu as appréciées? ils me viennent comme ça. Eh bien, alors, un livre qui est sorti récemment, dont on parle pas assez, c'est Sexo Queer de Morgane Beauvais et de Gwen Ecal, qui est hyper intéressant, qui est un livre grand public, qui s'adresse à toutes les personnes, en fait, de toute identité, de toute orientation. Et je pense qu'il peut être intéressant pour les professionnels de santé, notamment ceux qui ne sont pas formés, ceux et celles qui ne sont pas formés à la sexo. Et puis après, concernant la thérapie des schémas, il y a le gros pavé de Jeffrey Young qui s'appelle La thérapie des schémas, je crois. Et il a aussi écrit un livre plus grand public où on aborde, enfin d'ailleurs c'est un livre destiné aux patients, mais qui peut être une bonne façon d'aborder la thérapie des schémas et qui s'appelle Je réinvente ma vie. D'accord.
Ah oui, c'est très évocateur comme titre par rapport à la thérapie des schémas. Ça doit Oui, être intéressant. ouais, c'est intéressant. Et enfin, la dernière question, si tu n'étais pas psy, tu ferais quoi? Qu'est-ce que je ferais? Mais moi, j'aime beaucoup le monde artistique. J'ai fait beaucoup de danse, donc peut-être que j'aurais eu une carrière de danseuse. Mais quand j'étais enfant, je voulais être fleuriste. Et heureusement que j'ai raté ma vocation parce que je suis incapable de garder une plante. Donc elle meurt toute. Il faut que je travaille là-dessus. Mais en tout cas, il y a cette dimension toujours de créativité. Je pense que c'est un truc que j'inclus dans ma pratique, la créativité. Oui, je pense que, enfin, de manière générale, maintenant j'en suis quand même. Tu vas être, je pense, le 10e portrait de psy, donc la 10e personne que j'interroge dans l'émission. Et je Ok. me rends compte que tous les psychologues, en fait, ont vraiment une part de créativité parce qu'en fait, on s'adapte Ouais. aux personnes qu'on rencontre et on essaye de faire mieux, de trouver des choses qui vont plaire et qui vont intéresser aussi les patients à se découvrir, ouais, à penser autrement. Et je pense que on a tous un peu une petite part de créativité, nous les psychologues, j'ai l'impression. Absolument. Je trouve que c'est peu abordé dans nos formations initiales. Tout à fait. Oui, vraiment. Eh bien, merci beaucoup pour avoir partagé ce temps avec moi et avec ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucie. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Cela aiderait aussi énormément le podcast à se faire connaître si vous pouviez partager cet épisode à ne serait-ce qu'une personne de votre entourage. Allez, c'est parti. Je vous invite aussi à vous inscrire à la newsletter qui est tous les 15 du mois, qui propose un récap très fourni de chaque épisode. Le lien est juste en barre d'infos. Autrement, on se retrouve sur Facebook et Instagram, @la chaîne psy, pour que vous puissiez peut-être à votre tour poser une question à la prochaine ou au prochain psychologue. Vous pouvez aussi m'écrire et me partager vos retours pour faire évoluer le podcast et la chaîne en général. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.